Bonjour et bienvenue pour ce 18e épisode de notre histoire de l'informatique moderne. Alors, précédemment, on avait évoqué AOL et j'ai oublié de donner les chiffres énormes de leur campagne marketing. Ça vaut le coup quand même de le préciser, vous êtes assis, tenez-vous bien. Entre 1993 et 2005, AOL a diffusé 660 millions de CD. C'est dingue. Là, on peut dire que c'est un effort marketing sans précédent. Cette campagne a coûté plus de 300 millions de dollars, ça c'est pas trop étonnant. Mais à un moment donné, il y a au moins 50% des CD produits dans le monde qui portaient le logo AOL. Bon, quand on veut devenir leader, on s'en donne les moyens. Alors, au début des années 90, l'Internet continuait à gagner en popularité, mais c'était à travers des outils assez rustiques, FTP, email, newsgroup, telnet, tout ça c'était en mode caractère, c'était pas terrible. Alors, il y a à partir de 91, à l'université de Minnesota, ils ont développé un truc qui s'appelait Gopher, qui était en gros naviguer à travers les fichiers, les répertoires, à travers une interface plus ou moins graphique comme on voit à droite. Bon, il existait aussi la version pour interface caractère. Mais à ce moment-là, avait gagné en popularité la notion d'hypertexte qui était incarnée par exemple au niveau du grand public par le produit que certains ont connu, qui s'appelait HyperCard, diffusé par Apple, qui permettait de cliquer sur des cartes. C'était la notion d'HyperCard diffusée assez largement. Et c'est cette notion justement d'hypertexte qui motivait Tim Berners-Lee et il pensait qu'il y avait matière à faire tout un système d'information basé sur des liens faibles qui reliaient des ressources entre elles. Donc à partir de mars 89, Tim Berners-Lee, qui travaillait pour le CERN, le grand collisionneur de particules qui est situé à Genève, il travaillait depuis 84. Le mars 89, il fait un papier, donc ce Information Management Proposal, et il le passe à son patron, Mike Sendall, qui dit bon, c'est vague, mais c'est excitant, donc il y a peut-être quelque chose à faire, et il autorise l'achat d'une station Next pour Tim Berners-Lee afin qu'il commence à développer son programme, le programme dont il rêve et auquel il est très attaché, et il dit que ça va être formidable, merveilleux, alors pourquoi pas essayer. À partir de là, il y a Robert Caillot qui rejoint Tim Berners-Lee. Alors Robert Caillot, c'est un ingénieur belge qui a beaucoup contribué dès le départ au projet et qui est un peu l'oublié de l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle souvent et beaucoup, et c'est justifié, de Tim Berners-Lee, mais assez peu de Robert Caillot. Et c'est dommage parce que sans lui, il n'y aurait peut-être rien eu. Donc, en octobre 90, Tim Berners-Lee et Robert Caillot commencent le développement du premier navigateur hypertexte qui reposait sur l'environnement graphique de la station Next parce que Tim Berners-Lee avait obtenu de Mike Sendall qui lui achète une station Next pour faire son développement, sans doute séduit par le côté novateur de la station Next. Donc il a développé ça en Objective-C, qui était en gros le seul outil de développement disponible à ce moment-là sur Mac, Next. Et à partir de Noël 90, Tim et Robert ont déjà réussi à assembler tous les outils nécessaires à une première version fonctionnelle du projet, à savoir le protocole HTTP, en version 0.9, le langage HTML, le premier navigateur web qui au début s'appelait World Wide Web évidemment et qui plus tard a été rebaptisé Nexus. Et l'intérêt de ce navigateur web, c'est qu'il était également capable de faire de l'édition, de créer des pages, parce qu'à l'époque c'était ça, ou tout faire à travers un éditeur de texte. Et à partir de là, ils ont également développé le tout premier serveur HTTP, qui était connu sous le nom de CERN HTTPD.
et le tout premier site web qui était accessible sur une adresse du site du cern.ch. Ça ressemblait à ça. Bon, bah évidemment, il n'y avait pas de miracle. C'était une page web simplissime avec pas encore d'image. Ceci dit, il faut comprendre le contexte dans lequel ce projet a vu le jour. C'était le contexte des centres de calcul liés aux accélérateurs de particules. Ces gens-là faisaient des collisions à très grande vitesse entre protons et il en résultait la création instantanée et éphémère de quelques nouvelles particules. Donc ils prenaient des photos et puis se les diffusaient entre différents centres pour comparer, pour reproduire les expériences, etc., etc. Et la diffusion de ces éléments se faisait à travers l'email, voilà, sur le serveur FTP, j'ai mis telle photo de telle collision, allez la récupérer et puis on en parle par email ou par chat ou par newsgroup. Et évidemment, par rapport à cet empilement d'outils rustiques, un truc comme le web permettait d'aller directement, on publiait une page, on la rafraîchissait à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, il y avait un lien vers la photo en question et ça allait beaucoup plus vite et c'était beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile que de la récupérer par FTP. Donc le web en fait est né grâce au CERN et grâce aux autres grands centres universitaires et de recherche scientifique parce que ça permettait de partager plus facilement, plus rapidement les résultats des expériences et en particulier des collisions de particules. Alors ça commence à prendre forme dès 92 puisque à partir du 6 août 91, Tim Berners-Lee diffuse un message annonçant le projet World Wide Web sur un forum Usenet et il explique que le projet a pour but de permettre de partager des ressources à travers des liens et que le projet existe et qu'on peut le partager, on peut y contribuer et que des collaborateurs, des contributeurs sont les bienvenus. Et donc dès avril 92, il y a d'abord eu un premier développement d'un navigateur alternatif, à savoir Earwise, fait par l'université d'Helsinki, et puis un navigateur sur station X-Window, Viola WW, développé par Pen Yung Wang. Donc en mai 92. Donc à partir de 92, on voit que le projet commence à se diffuser et commence à avoir un premier succès d'estime, essentiellement dans le milieu universitaire et pas au-delà. Et en fait, une fois de plus, Tim Berners-Lee a été confronté au scepticisme des spécialistes du domaine hypertexte, il y en avait à l'époque, qui faisaient leurs petits prototypes dans leur coin et qui n'avaient pas d'ampleur, alors que le web, lui, était en train de se diffuser. Et dans un premier temps, ces spécialistes ont beaucoup critiqué l'initiative de Tim Berners-Lee parce qu'ils voyaient que des défauts. Ils disaient, bah voilà, sans une base centralisée et un mécanisme qui garantisse la validité du lien à travers le temps et puis sa localisation, vous allez avoir des erreurs. Et bah oui, effectivement, on avait des erreurs de type 404 qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que, c'est pas grave d'avoir ce genre d'erreur si par contre le déploiement est rapide, facile, pratique et sans trop de contraintes. En fait, c'est l'opposition habituelle, la dispute habituelle entre perfection et côté pratique. La perfection reste inatteignable. Le côté pratique, c'est accepter qu'il y ait des défauts, des lacunes, des inconvénients, mais qu'on fasse avec et qu'on les contourne. Et heureusement pour son projet, Tim Berners-Lee a su ne pas tenir compte de ces recommandations académiques et il a poursuivi dans la voie de la simplicité avec le succès qu'on sait, et heureusement. Et c'est Dave Winer, un type qui a co-créé SOAP et XML RPC,
qui l'a dit des années après, qui a le mieux synthétisé cet embranchement heureux. Donc là, je cite, je lis la citation de Dave Winner qui est intéressante. C'est la magie du web, HTTP et HTML. Sa pure simplicité est basée sur la volonté de permettre les liens cassés. C'est quelque chose que les grandes compagnies ne peuvent pas accepter. Alors les grandes compagnies ou les grands milieux académiques, entre guillemets. Mais la loi des technologies simples règne toujours et a toujours régné. C'est seulement une illusion que quoi que ce soit puisse fonctionner en dehors des lois de Murphy. Et je propose un nouveau corollaire. Vous ne pouvez battre les lois de Murphy. Alors arrêtez d'essayer. Et effectivement, alors c'est intéressant parce que ce slide, je l'avais déjà utilisé dans l'épisode précédent. Et peut-être que je l'utiliserai encore dans les prochains épisodes parce que c'est une des grandes tensions du monde de l'informatique, un des grands affrontements récurrents qu'on trouve entre les gens qui veulent le système parfait, complet, sans erreur, et puis ceux qui sont d'accord pour accepter des lacunes, des défauts. En gros, c'est l'opposition entre open source, où on construit quelque chose de façon incrémentale et en acceptant les aléas d'un projet au fur et à mesure, et puis ceux qui veulent un truc parfait, secret, fermé, et qu'on délivre au dernier moment et auquel on n'a pas le droit de toucher. Bon, on y reviendra, vous connaissez ma préférence, le côté simple, pratique, accessible, avec des mises à jour incrémentales et fréquentes. L'évolution de la technique informatique a toujours prouvé que c'était ce chemin-là qu'il fallait privilégier. À partir de 93, là encore, on a une date importante, une étape importante, c'est l'apparition du navigateur Mosaic. Alors Mosaic, qu'on voit à droite, a été le premier navigateur web vraiment sérieux, vraiment bien fait, disponible sur plusieurs plateformes en même temps, donc X-Windows, Mac et Windows. Quand le premier navigateur Windows, c'est celui que j'ai mis à gauche, là, Cello, ça a été le premier disponible sur Windows, mais bon, c'était beaucoup moins bien que Mosaic, donc il n'a pas survécu. Et donc Mosaic a été développé par une petite équipe, principalement Eric Bina et Marc Andreessen, qui étaient étudiants au NCSA, le National Center for Supercomputing Applications, de l'Université de l'Illinois. Avec un projet qui a débuté en décembre 92 et qui a été disponible dès janvier 93. Alors ce qui est intéressant, c'est que le NCSA a été à l'origine de deux projets très importants pour le web, c'est-à-dire non seulement le navigateur Mosaic, on vient d'en parler, mais également un serveur HTTP qui s'appelait dans un premier temps HTTPD, le D pour Daemon. C'est le nom qui est donné au processus qui reste en permanence en mémoire sous Unix. Et c'est un serveur HTTP qui évoluera beaucoup et qui se généralisera au fil des années pour devenir Apache, qu'on connaît aujourd'hui. Et le nom Apache venait d'un jeu de mots pour dire que le serveur NCSA, il était mis à jour continuellement et donc il était plein de correctifs et on l'avait surnommé Patchy Server, c'est un serveur plein de patchs. Et d'où le nom Apache. Enfin bon, voilà. Et puis, un autre élément, donc le serveur Apache est très rapidement devenu le serveur HTTP le plus utilisé de tous, et c'est sans doute encore le cas, dès 96. En avril 93, c'est le CERN qui décide que tout le monde pourrait utiliser les protocoles du web sans avoir à demander la permission, prendre une licence ou payer des redevances. Alors, le CERN a dit ça tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'université de Minnesota venait d'annoncer qu'elle avait l'intention de demander des royalties pour l'utilisation du protocole Gopher. Ce qui évidemment provoqua la chute de Gopher qui était en fait bien inférieur à ce que permettait le web. Donc fin 93, ça progresse bien puisqu'il y a déjà plus de 500 serveurs web connus et le trafic représentait déjà 1% du trafic Internet. Le trafic web représentait 1% du trafic Internet,
ce qui semblait déjà beaucoup à cette époque. Évidemment, on a fait mieux depuis. En 1994, beaucoup ont dit que c'était véritablement l'année du décollage du web. Et effectivement, c'est difficile d'argumenter contre cette étape parce que d'abord, il y a eu la première conférence internationale sur le web qui s'est déroulée au CERN et qui a été organisée par Robert Cailliot. Et il n'y a pas eu moins de 400 utilisateurs et développeurs qui s'y sont rendus, qui ont participé. Et on a salué cet événement comme étant le Woodstock du web. Et fin 1994, le web comptait déjà 10 000 serveurs, donc ça doublait chaque année, dont déjà 2000 à usage commercial et 10 millions d'utilisateurs. C'est des chiffres approximatifs, mais enfin, ça montre quand même que c'était important. Et c'est également en 1994 que Yahoo, le fameux moteur de recherche, qui dans le premier temps n'était pas un moteur de recherche, c'était simplement un index, a été créé par deux étudiants de Stanford, Jerry Yang et David Filo, en janvier 1994. Alors dans un premier temps sous le nom Jerry and David Guide to the World Wide Web, et puis ensuite le Yahoo, qui est en fait l'abréviation de Yet Another Hierarchical Officious Oracle, à partir d'avril 1994. Et en moins d'un an, Yahoo qui tombait pile à point nommé, en moins d'un an, le trafic sur Yahoo est tel qu'il a saturé complètement le réseau de l'université de Stanford, et les autorités universitaires ont dit à Yang et Philo, ils disent bon, ça va bien votre truc, mais vous déménagez parce que nous on n'en peut plus. Et ils ont été se réfugier sur les serveurs de Netscape, dont on va parler juste après. Et ils ont créé leur entreprise à partir du 2 mars 1995 pour commercialiser justement de la publicité sur Yahoo. Alors justement, à propos de la publicité, c'est également à ce moment-là qu'on voit apparaître la première bannière publicitaire sur le site de Hotwired en octobre 1994, le 25 octobre 1994. AT&T a été la première société à dépenser de l'argent pour afficher une petite bannière de 468 par 60 pixels. C'est un format qui après est resté, est devenu standard. Et donc voilà, l'argent commençait à arriver sur le web, commençait à y avoir des sites commerciaux. Donc là on voit qu'il y a une véritable accélération. Alors je déteste cette expression qui est beaucoup trop utilisée de nos jours. On parle continuellement d'accélération technique à tel point que aujourd'hui l'évolution technique devrait se dérouler à la vitesse de la lumière si on en croit les promoteurs de cette notion. C'est évidemment pas le cas, et au contraire, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, et j'ai proposé l'échelle Lefebvre qui demande des paliers de 10 ans à chaque fois entre chaque degré d'évolution. Mais incontestablement, en 94-95, le web explose à la face du monde, d'autant plus qu'à ce moment-là, et j'en avais parlé dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de bruit autour des autoroutes de l'information. Et donc l'émergence du web vient renforcer le fait que, ouais, effectivement, il se passe quelque chose du côté des réseaux et c'est important. Et donc en 94, donc ça a été Yahoo, les premières bannières publicitaires, etc. Mais en 95, on peut dire que c'est l'année de Netscape avec son navigateur qui était effectivement une évolution majeure, une très bonne évolution du navigateur Mosaic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la petite équipe qui avait créé Mosaic, ils ont fini par quitter l'université de l'Illinois pour créer leur propre société et développer, commercialiser leur navigateur. Dans un premier temps, ils imaginaient naïvement pouvoir utiliser le nom Mosaic, aussi bien pour leurs produits que pour leur société. Mais très vite, l'université de l'Illinois leur a dit non, pas question, vous changez le nom parce qu'il n'en est pas, on ne vous donnera pas le droit d'utiliser ce nom-là. Et donc, ils ont appelé ça Netscape, et la première version est sortie en octobre 1994,
et il a supplanté Mosaic en quelques mois seulement. Et en fait, 95, ça a vraiment été le tournant parce que d'abord Netscape a fait son introduction en bourse au Nasdaq le 9 août 95 et le cours de son action a passé quasiment en une seule journée de 28 dollars à 75 dollars. Donc ça, c'est le début de la bulle des dot-com, comme on l'a appelé après. Et c'est particulièrement savoureux parce que 95, ça devait être l'année consacrée à Windows 95 de Microsoft, qui l'avait préparé. Et la fête a été gâchée par l'IPO de Netscape, qui a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Moi, je m'en souviens particulièrement, j'avais lu dans les Échos l'annonce de l'IPO de Netscape. Et effectivement, même si c'était uniquement dans les pages économie, on sentait qu'il y avait un événement majeur là-dedans et que ça éclipsait au moins en partie la sortie de Windows 95 par Microsoft. Alors en plus de ça, Microsoft s'était dit bon, il y a quelque chose à faire, il faut entrer en concurrence avec CompuServe et AOL, et ils avaient préparé un service qui s'appelait The Microsoft Network, MSN, mais qui dans un premier temps ressemblait complètement à ce que faisait CompuServe et AOL. C'était pas du tout un service d'accès à Internet, et évidemment dans les mois qui ont suivi, ils ont complètement changé d'optique et ils ont transformé MSN en simplement service d'accès à Internet. Dans un premier temps, sur Windows 95, il n'y avait pas encore de navigateur web et Microsoft est passé en mode panique pour faire tout ce qu'elle pouvait pour rattraper son retard et d'abord par l'intégration d'un navigateur à Windows 95 qui s'appelait Internet Explorer et qu'ils avaient licencié auprès de Spyglass, qui était en fait une adaptation, une énième adaptation de Mosaic. Donc 95 a vraiment été une année clé. Moi, c'est vraiment l'année où j'ai découvert le web parce que je l'ai découvert mon premier contact avec le web, ça remontait à novembre 94 sur des stations DEC. Sur un stand de digital, il y avait des stations DEC sous X-Window et puis il y avait le navigateur Mosaic. Donc ça permettait de voir à quoi ça ressemblait. Bon, c'était pas la première fois que je voyais un système hypertexte. Et en plus, les stations DEC étaient limitées uniquement au domaine digital. Donc ça ne permettait pas du tout de voir l'ampleur que permettait et la découverte que permettait le web. Donc je n'ai pas été impressionné. Mais en mai 95, dans un autre salon, là j'ai découvert Yahoo et j'ai pris tout de suite un abonnement à Imaginet, qui était un des premiers providers français qui permettait de l'accès à Internet à travers un modem. Vous imaginez l'époque héroïque. Mais c'était extraordinaire, merveilleux, formidable. Grâce à Yahoo, on découvrait que le web était immense et très diversifié. Et c'était une découverte qui changeait tout. Et alors, ce qui est amusant, c'est que en mai 95, pendant ce salon, il y avait plein d'exposants qui proposaient leur version, leur compréhension des autoroutes de l'information. Et c'était tout ce qu'on voulait, sauf le web. Il y avait Infony, par exemple, qui proposait un service concurrent de CompuServe, AOL et puis MSN. Mais bon, en fait, qui n'a pas survécu, qui était présenté comme innovant, bien meilleur que les autres, etc. Mais ça a été balayé par le web. Ils ont tous été balayés par le web et c'était normal parce que même s'ils étaient sophistiqués, c'était une petite version miniature de ce que pouvait proposer le web par ailleurs. Et on a senti véritablement cette bascule à travers l'attitude de Microsoft qui, le 7 décembre 95, date anniversaire du bombardement de Pearl Harbor, donc avec une signification très forte pour les Américains, Microsoft a fait une série d'annonces, toutes orientées sur l'Internet. Donc ils ont pris une licence de Java auprès de Sun. Ils ont racheté Vermeer pour mettre la main sur l'outil FrontPage,
qui était un des premiers outils intéressants en matière d'édition de pages web. Et ils ont annoncé tout un tas d'initiatives et de produits orientés Internet parce que c'était ça qu'il fallait faire. Donc là, on a compris que le web était devenu la préoccupation numéro un de tous les acteurs de l'informatique et c'était justifié. Donc dans le prochain épisode, on va voir les affrontements autour de Java, on va voir également les premiers moteurs de recherche, les premiers vrais moteurs de recherche, et puis les développements autour du web. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à très bientôt.